Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. On m'a dit de pas faire de blagues, mais je peux au moins dire que je suis en terre anglaise où il n'y a aucun club en Ligue des Champions. Quel plaisir en tant que Parisien. Bon, comment ça va Benjamin ? Ça va très bien. Bienvenue de l'autre côté de la Manche. Yes. Merci d'être venu, c'est sympa. Merci d'avoir fait toujours un plaisir. Je vais pas souvent à Londres. Je vais vraiment pas souvent, mais à chaque fois je me dis quel kiff. Et cet après-midi, je vais aller faire les boutiques. Vous allez prendre mon argent, cher londonien. Bon, pourrais-tu te présenter, Benjamin, et clairement me dire pourquoi on fait ce podcast, même si je le sais moi, mais à ton avis. J'espère que tu le sais. Ouais, longtemps que je l'attends, ce podcast. Écoute, je m'appelle Benjamin, j'ai 39 ans. Je suis papa de 2 petites filles qui ont 9 et 6 ans. Ma femme est anglaise. C'est l'une des raisons pour laquelle on habite à côté de Londres. Et j'ai rencontré mon épouse pendant ma carrière de rugbyman pro. J'en ai fait pendant 16 ans. Et pendant ces 16 ans, j'ai joué en Angleterre. J'ai ramené chez moi ensuite en France. Ta femme ou les trophées, tu parles de quoi là ? Un peu des deux. J'ai ramené le meilleur de l'Angleterre en France, mais évidemment à la fin de ma carrière en juin 2019, moi je voulais absolument habiter Biarritz. Ça m'a fait fais tes cartons, on repart en Angleterre parce qu'au bout d'un moment ça faisait un peu long, on voulait se rapprocher de notre famille. Je suis parisien de naissance. Mais pourquoi Biarritz alors ? Parce que j'adorais ce coin. C'était vraiment par culture rugby ou même pas. Je tombais amoureux de la région. Okay. C'était proche de l'Espagne, des gens sympathiques, une richesse culturelle qui nous correspondait bien, une vie de famille équilibrée. Du canard, du soleil. Ouais, non, franchement, c'était. J'y avais pas trop réfléchi. Très honnêtement, c'était. Non, mais parce que je sais que le rugby, je sais pas comment ça se fait, mais tu sais, c'est assez populaire dans le sud de la France. Je crois qu'à Paris, on est bon, mais c'est assez différent. Bon, du foot. Je vais pas parler des Marseillais. Comment ça se fait que ce soit aussi populaire, le rugby Il y a plusieurs raisons. Déjà, le rugby est un sport universitaire qui est venu, et ça a été développé à Paris notamment. Donc les clubs historiques, c'était le Racing et c'était le Stade Français. Mais le rugby aussi, il me semble que son origine vient de la Soule, qui est un espèce de sport assez bestial où en gros 2 villages s'affrontaient, un ballon au milieu et tu devais ramener le ballon d'une manière ou d'une autre dans ton village. Donc tu vois les mauls, je sais pas si ça te parle, les ballons portés, ces espèces d'agglomérations de corps qui se bagarrent les uns avec les autres, ça vient un peu de ça. Okay. Et donc je pense que ça a vraiment tiqué dans une région qui est fière de ses appartenances, qui est fière de sa ruralité, qui est fière de son esprit collectif. Et donc, ça a vraiment cliqué dans le sud-ouest de la France, entre Biarritz, Toulouse, je sais pas moi, Perpignan, Narbonne, etc. C'est là où le rugby, où le bassin du rugby existe depuis toujours. Et donc, il y a toujours une certaine rivalité entre le nord et le sud, mais ce serait quand même assez dur et difficile, même pour moi, le Parisien de naissance, de dire que le cœur, en tout cas, du rugby français, c'est pas le sud-ouest de la France. Ça l'est, ça l'a toujours été, je pense que ça le sera toujours, c'est un truc très particulier là-bas. Je peux te demander ton palmarès. En plus, tu m'as dit en off moins 2 sur 10, ta connaissance en rugby. Je ne commence pas, peut-être 1 sur 10. Mais raconte un petit peu qu'est-ce que tu as gagné dans ta carrière professionnelle sportive. J'ai eu la chance de gagner donc le championnat de France qui s'appelle le Bouclier de Brennus 2 fois avec mon club de cœur, le Stade Français, et ensuite le club qui est devenu un club hyper important pour moi, l'ASM Clermont-Auvergne. Je suis aussi champion d'Angleterre parce que quand je suis parti à Leicester, on l'a remporté là-bas. Je suis le joueur qui a perdu le plus de finales de Coupe d'Europe de l'histoire de ce sport. Donc il n'y a personne qui a perdu plus de finales de ce que toi tu peux appeler la Champions League, ce que nous on appelait avant la H-Cup, maintenant ça s'appelle la Champions Cup. J'en ai perdu 5. Mais j'ai gagné la petite Coupe d'Europe, donc le Challenge européen qui est maintenant la Challenge Cup, avec Clermont en 2019. J'ai eu la chance de représenter l'équipe de France 37 fois, et notamment une Coupe du Monde qui n'a pas été fameuse en termes de résultats, mais qui était quand même une belle aventure en 2015 en Angleterre. Est-ce que tu as des regrets dans ta carrière sportive ? Alors, je vais la faire différemment. Est-ce que tu es fier de ta carrière ? Écoute, c'est une bonne question. Je suis évidemment fier, oui, bien sûr. Pas de regrets évidents. Toujours la sensation que j'aurais pu faire plus, mieux, différemment. Mais toutes mes... Quoi différemment ? Qu'est-ce qui t'a manqué ou qu'est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui t'aurais aimé susurrer au Benjamin de 18 ans ? En début de carrière, écoute, je considère pas ça comme ça. J'ai vraiment vécu la plénitude de ma carrière au moment où j'ai eu des enfants, au moment où je me suis senti vraiment leader, impliqué, en maîtrise même de mon poste. Et en fait, c'est assez bizarre dans mon poste à moi, qui est talonneur. Donc, tu lances en touche, tu pousses en mêlée, mais c'est vraiment une connexion entre les... Souvent, les talonneurs sont des capitaines ou des vice-capitaines, des leaders importants dans une équipe. Une vue globale de tout le jeu Ouais, surtout du jeu d'avant. Okay. Et un lien vraiment entre la stratégie et le combat des avants. Un peu le chef des avants, grosso modo. C'est pas exactement ça, mais... Notre Kaiser à nous.
Ouais, il y a quand même un petit. Je l'ai entendu. Elle passe la blague. Il y a quand même un petit lien. Et donc, si tu veux, là-dedans, il y a toujours et donc, il y a une maturité de vie, d'être humain, d'homme, qui fait que souvent, l'apogée de ta carrière, c'est entre 28 et 32 ans. Tu vois, dans ces postes-là, c'est assez incompréhensible. Donc, potentiellement, j'aurais pu te dire. Le seul regret que j'ai, c'est peut-être d'avoir accordé trop d'importance à ce que les autres pensaient de moi quand j'étais jeune. Ils pensaient quoi? Ou tu t'avais l'impression qu'ils pensaient quoi? J'ai toujours été doué pour le rugby. J'étais costaud, j'avais de bonnes mains, j'ai jamais été méchant. J'ai pas une gueule de méchant. Les rugbyman, ils sont pas méchants. Pas du tout, mais l'affrontement physique, c'est quand même un truc bien important. Sûr. Mais dans le respect. À 100%, bien sûr. Se donner des tapes sur les fesses après. Non, mais de savoir créer chez toi un peu un feu, tu vois, qui fait que tu as vraiment envie de rentrer dans un ring et de te dire c'est toi ou c'est moi. Ça, c'est une mentalité qui était absolument pas évidente pour moi, qui était pas du tout naturelle, et donc j'ai dû me faire violence. J'ai vraiment dû me faire violence pour me transformer de l'intérieur et sortir un peu mes démons qui étaient en moi. C'était quoi? Tu voulais gagner, mais ça t'empêchait que ce soit l'autre qui perde en face, en gros? Non, pas du tout, mais dans le rugby, il y a un peu trop gentil, trop con, quoi. Ok. Tu vois, c'est ça qui est vraiment. Tu t'es endurci au fur et à mesure. Il fallait absolument que je m'endurcisse, et du coup, j'accordais beaucoup d'importance à ce que les gens pensaient de moi, et peut-être que ça m'a un tout petit peu freiné, mais en même temps, ça m'a construit. Donc, je te dis, j'aurais peut-être pu faire des choses différemment, mais j'aurais pas été là où j'aurais voulu être, notamment en fin de carrière, parce que c'est dans cette adversité, dans ces épreuves, dans ces challenges, que tu te construis en tant qu'être humain, en tant qu'homme. Et donc ça m'a fait du bien. Donc non, j'ai pas de regrets directs. Par contre, j'ai toujours pas. Quand tu me demandes est-ce que t'es fier, j'ai arrêté en juin 2019. Je me suis dit bon là, écoute, je veux sortir du rugby totalement. Je veux faire autre chose parce que j'ai toujours été hyper intéressé par la vraie vie. 3 semaines après, je commentais la Coupe du Monde avec mon pote François Trio au Japon. Tu vois, parce que je suis retombé dedans, parce que j'adore ce sport. Mais je me souviens, on a perdu la finale un samedi. J'ai fini ma carrière au Stade de France sur une énième finale de championnat perdue contre Toulouse. Mais au moins, je l'ai fini avec le numéro 2 dans le dos. J'étais très fier de moi. Je suis allé rendre ma voiture. On est parti. On est rentré à Clermont. On est parti 4 jours en Corse en famille. Et pour te dire la petite histoire, je me retrouve dans la chambre d'hôtel avec ma femme et mes filles. Et puis ma femme me voit un peu m'isoler sur le balcon. Puis je vais m'enlever du groupe WhatsApp des joueurs. C'était acté pour toi que je prenais ta retraite ou ouais, c'était fait. Oui, c'était avant. Ok. Et donc aucune surprise. J'avais déjà fait des beaux adieux. Tu vois, il y a aucun. Mais symboliquement, il faut ça. Et 70 personnes et un peu du chambrage. Puis tout le monde le voit. Benjamin a quitté cette conversation. Bien sûr. Et donc évidemment, j'ai mis un message. J'étais hyper attaché à ce groupe de joueurs, vraiment. J'avais donné tout mon cœur et tout mon sang pour ce groupe. J'étais pas capitaine de l'équipe, mais je faisais partie du groupe des leaders depuis un moment. C'était vraiment un des groupes qui t'a le plus marqué toute ta carrière. Parce que j'y étais le plus impliqué et parce que j'étais le plus leader. Puis c'est la fin de ta carrière, etc. Bien sûr. Et surtout sur les dernières années, j'avais une seule envie, c'était de passer à la génération d'après. Tous mes apprentissages, toutes mes techniques, ce qui avait fait ma force. C'était vraiment ça mon idée, tu vois. Donc c'était pas pour moi, c'était pour pérenniser, c'était pour laisser une trace positive derrière moi, quoi. Tu vois, c'était mon leg. Et donc j'ai écrit un message, franchement je suis en pleurs quand je l'écris parce que j'étais vraiment hyper attaché à tout le monde, et puis je quitte le groupe. Et puis ma femme elle vient me voir, elle me dit ça va, et tu veux, et bah t'as eu des réactions. Puis je regarde mon téléphone, je dis je sais pas en fait parce que j'ai quitté le groupe. J'étais trop con, tu vois, j'ai même pas eu un message après parce qu'en fait ils les ont mis mais dans le vide, en fait t'étais plus là, quoi. J'étais plus là. Ouais. Donc j'ai vraiment été comme ça, si tu veux, pour répondre, longue réponse pour te dire, est-ce que j'ai des regrets? Je ne sais pas, j'ai jamais appuyé sur pause en gros depuis que j'ai arrêté. Tout ce que je sais, c'est que je suis très fier de ce que j'ai fait. Je pense pas que je ferais des choses différemment. J'ai toujours des regrets de peut-être me dire j'aurais pu faire un petit peu plus, mais ça m'a construit. Et puis je suis pas parfait. Et puis tant pis, de toute façon il y a largement d'autres trucs et je suis déjà sur autre truc. Sur un autre challenge. Donc t'as pas trop le temps de te poser. Jamais. Ouais. C'est peut-être le seul truc que je regrette, c'est que j'ai pas pris le temps de la pause. Et il est hors de question que je le fasse maintenant. Un jour ou l'autre, il va bien falloir que je le fasse. Mais t'as peur de la pause? T'as peur du néant? Non, j'ai pas peur du néant. Tu vois, je vais avoir 40 ans cet été, qui est un moment un peu fatidique où peut-être que tu relèves les compteurs. Et je vais vite me fixer des objectifs pour ma cinquantaine, quoi. Tu vois, ça va vraiment être ça. Écoute, je prends beaucoup de plaisir dans ce que je fais. Tu l'as dit juste avant, t'as dit donc j'ai eu une carrière de 16 ans, c'est ça, de haut niveau au rugby, et t'as dit je commence ma vraie vie. Ouais. Alors,
Donc spoiler, on va remettre un petit peu, tu es aujourd'hui investisseur dans la tech, qui plus est avec de l'impact, on va en parler. Et c'est évidemment moi comme ça aussi que je t'ai contacté, mais ça m'intéresse énormément ces profils de sportifs. On va quand même repasser un tout petit peu sur le sport. Et il y a une chose qui m'intéresse énormément, c'est le mental. Et après, on va parler évidemment de comment ça t'a construit d'un point de vue business. D'un point de vue mental, alors je vais te poser une autre question après qui est, est-ce que tu as déjà joué les Néo-Zélandais? On va parler du haka. Mais juste avant ça, j'aimerais savoir, tu parlais des 28-32 ans. Est-ce que c'est le moment où ta force physique est au max? Je crois qu'on dit ça vers la trentaine. Mais est-ce que c'est pas là où ton cerveau joue le plus parce qu'il a emmagasiné le plus d'expérience? Et est-ce que le cerveau et le mental jouent plus que la force physique ou la strat? Bon, tu as répondu plus ou moins dans ta question. Très clairement, non. À 28-32 ans, c'était pas là où j'étais au pic de ma forme physique. Du tout. C'était plus tard, l'usure. Ah non, c'est avant. J'avais passé le pic de ma forme physique, okay. mais clairement, j'étais pas du tout aussi dynamique qu'avant, j'étais pas aussi rapide tout court, peut-être un poil plus endurant parce que du coup, bon, bref, peu importe. Tu te gères mieux, quoi. Ouais. Tu te gères peut-être un petit peu mieux. Non, mais c'est très clairement dans la tête que ça fait la différence, sans absolument aucun doute. Tu peux m'expliquer ça? Parce qu'on dit, on en parle. L'expérience, etc. c'est quoi l'expérience? L'expérience, c'est pas que de vivre des choses bien, c'est de vivre des choses compliquées, de savoir tirer la recette, c'est d'être en maîtrise de ton sujet, c'est d'avoir vécu ces épreuves, ces challenges, ces échecs. Tu sais sur qui tu peux compter. Tu te crées un cercle dont la vie compte vraiment. C'est pour ça que je te disais, c'est peut-être le seul truc que je regrette, c'est de pas très très tôt dans ma carrière avoir su créer un cercle dont il n'y a que ces gens-là dont la vie compte. Point. Et ça a été la paternité, quoi. Ça a été le fait de rencontrer mon épouse, d'avoir ma famille à moi. Voilà, très très vite, ça met une hiérarchie des choses assez claires et évidentes. Le sport, c'est génial, j'adore ça. J'y ai donné tout mon sang et toute ma sueur pour toutes les équipes dans lesquelles j'ai joué. C'est pas toute ma vie. C'est pas la vie, ouais. Non, c'est pas toute ta vie. Et puis, mais bon, ça, tous les joueurs sont évidemment très. D'abord, tu veux la santé des gens autour de toi, ceux que t'aimes. Tu veux essayer de laisser une trace positive derrière toi. Puis après, il se trouve que si tu peux gagner des trucs, c'est encore mieux, quoi. Et on te dit l'échec construit. Et je sais pas à quel point tu peux en parler, mais c'est 5 défaites en Coupe d'Europe. Est-ce que souvent on en parle, on dit l'échec construit, mais je pars du principe que s'il n'y a pas cette finalité du succès, alors ces 5, 10, 20, 30 échecs ont peut-être pas la même valeur. Est-ce que toi tu vois quand même un apprentissage à travers ces 5 échecs? Bon, déjà, moi j'ai gagné ma 6e finale à Coupe d'Europe, donc évidemment c'est ce côté, il faut qu'il y ait un succès au final pour que toutes ces leçons soient extraites. Je suis assez d'accord. Seulement, il y a une vraie valorisation de la persévérance. Tu vois, le joueur qui va faire une carrière entière, ça, en travaillant comme un acharné, parce qu'il faut pas oublier que dans mon sport, moi, tu peux faire un match extraordinaire, ton équipe peut perdre, tu peux faire un match catastrophique et ton équipe gagner. Ok? Donc, je suis absolument pas seul. Ça dépend du moment. Oui, je te parle de 5 finales Coupe d'Europe, mais le premier truc que j'ai fait, c'est déjà décorréler ces 5 événements. La première, j'ai 19 ans, tu vois, je sais pas qui je suis. La dernière, j'ai 30 ans, je suis papa, ou j'ai même 32 ans, je suis papa, je suis international et je suis leader de mon groupe. C'est pas les mêmes équipes, c'est pas les mêmes adversaires, c'est pas les mêmes lieux, c'est pas les mêmes arbitres. Entre 19 et 30 ans, t'as réussi à décorréler, à prendre du recul sur chaque étape? Non, ou c'est à la fin, bien plus tard? Bien sûr, à la fin. Okay. Non, à la fin. Donc c'est le. Je pense qu'il y a une vraie valeur de résilience, une vraie valeur. Il faut valoriser cette capacité à se relever de l'échec, repartir, remonter à cheval et ne jamais rien lâcher. Et que tu n'as pas nécessairement uniquement besoin de la success story à la fin pour dire, bah tu vois, au final, tous ces échecs m'ont amené à. Parce qu'il faut valoriser enfin, tu vois, c'est Churchill qui disait que le vrai courage, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre sa vraie détermination. C'est dark un peu comme vision, c'est très anglais, mais c'est hyper vrai. Et enfin, j'y pensais là, et je sais plus qui a dit ça il y a pas longtemps, bref, par rapport au sport. Si t'avais eu des grosses victoires très tôt dans ta vie de sportif, je vais aller plus loin. Si t'avais eu ce championnat d'Europe, voire une Coupe du Monde avec la France, bon, on aurait été content. Mais passons. Ça t'aurait donné autant de hargne, de discipline ou d'envie à aller faire d'autres challenges derrière? Je sais pas. J'ai eu la chance très jeune d'être champion de France, qui est quand même un aboutissement extraordinaire. Il y a plein d'internationaux français qui sont jamais champions de France parce que je suis tombé dans une équipe du Stade Français très jeune qui était exceptionnelle. Et j'ai vraiment été entouré de joueurs immenses, magnifiques. En 2007, on est vraiment une équipe ultra impressionnante. Et moi, je suis très jeune, je suis au tout début de ma carrière. Donc ça, en gros, c'est pas grâce à moi, quoi. J'allais dire, t'es en train de dire que t'as eu de la chance d'être dans cette team? Sans aucun doute, bien sûr. Et tu crois que tes coéquipiers, tes anciens coéquipiers diraient ça aussi? Ouais, Jean-Marie il était là, mais bon, c'est pas lui qui nous a fait gagner.
Est-ce qu'il dirait, est-ce que c'est Benjamin qui nous a fait gagner? C'est sûr, il n'y a pas un seul qui dirait oui, pas mais un seul. est-ce qu'il dirait Est-ce pour qu'il- autant l'inverse? Est-ce qu'on a gagné malgré lui? Non, c'est j'en dur, suis pas quand là. même. Mais non, mais c'est pas là. T'es pas Domenech. Je tirais pas vers le bas. Mais il faut aussi Je tire à être, balle réelle, là. en 2007, on a en demi d'ouverture Juan Martín Hernández qui est le meilleur joueur du monde. Ok. On a des leaders absolument exceptionnels, une culture d'équipe qui est magnifique, un effectif qui est doublé où les remplaçants sont ultra bons, sont tous internationaux. Et puis on a un groupe de bonhommes qui sait se dire les choses, qui s'aiment, qui est hyper fier du club, une culture tout à fait marquée, différente, portée par Max Goscinny. Ah, on est au-dessus, quoi. T'as tout appris là, quand on parle de haut niveau, de l'excellence, la discipline, etc. C'est là où t'as tout appris dans le rugby ou bien? Non, c'est pas là parce qu'on n'était pas les plus disciplinés. Ah ouais? On n'était Ça pas faisait les la plus grosse teuf, méticuleux. ou- Bah, c'était encore une fin de génération de joueurs qui ont connu l'amateurisme, tout simplement. Tu sais, le rugby est professionnel depuis 95. Mais moi, c'est ce que j'ai trouvé extrêmement riche. Et non, et le rugby n'est pas le même sport en 2007 qu'il est maintenant, très clairement. Ok, donc c'est pas forcément ça qui t'a... Mais pour répondre à ta question, j'ai gagné très très jeune et pourtant j'avais une seule envie, c'était de me lancer un nouveau défi. C'est là où je suis parti à Leicester à 22 ans, ce qui se faisait quand même très très peu à cette époque-là. Et là, j'ai l'impression d'être drafté en NBA, quoi. C'était vraiment un autre niveau. Ça représente quoi le championnat anglais par rapport au français À cette époque-là, époque ouais. Maintenant le championnat français est largement devant. Ok. En pouvoir économique, en Moi j'entendais des spectateurs, gros en intensité de noms, match. Wilkinson qu'on faisait... Oui, mais là je parle de 2007. Ouais, c'est Là je suis en ok. 2007. C'est vraiment il y a très très longtemps. Ok. Et en 2007, le championnat anglais est exceptionnel. Je te donne pas mon âge en 2007. Non, mais tu vois, 2007, c'est un autre monde. C'est un autre monde Ok. pour le rugby. Et à cette époque-là, le rugby anglais est largement devant. Donc un gros upgrade. N'oublie pas que les Anglais, en équipe, ils sont champions du monde en 2003. Ok. Donc ils sont largement devant. La seule équipe C'est de l'hémisphère nord. 2007 où ils nous sortent en deux. Non. Ouais. C'est ça? Et ils perdent en finale après. Bah j'étais sur les champs. Ben, Et on gagne en quart contre les Néo-Zélandais, c'est ça? au groupe, nous on gagne à Cardiff un match exceptionnel de l'équipe de France contre la Nouvelle-Zélande. Et malheureusement, on se prend les pieds dans le tapis en demi-finale contre l'Angleterre, qui finit par perdre de peu en plus contre l'Afrique du Sud, champion du monde la semaine d'après en 2007. C'est dingue. Juste une parenthèse là-dessus. Moi j'ai ce souvenir. Bon, je te donne mon âge, j'avais 11 ans, du coup 2007, 7 et 4, 11, ouais, c'est ça. J'ai toujours eu ce sentiment que, je sais pas, c'est pas la meilleure équipe qui gagne, j'y connais rien, mais là je pense à la dernière Coupe du Monde, on a parlé des Sud-Africains qui gagnent entre guillemets, je crois 2 fois de 1 point. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'en réalité c'est de la strat et ils avaient gagné le match avant de le jouer, quoi? Bah, si tu penses que c'est pas la meilleure équipe qui gagne ou qui ne mérite pas gagner qui gagne, je pense que tu connais rien. J'y connais C'est rien. sûr. Non, écoute, là, Ouais, je suis pas du tout d'accord avec ce constat-là, mais, Ok. mais gagner 3 matchs. Bon, si tu prends l'exemple des Sudaf en 2023, j'étais aux premières loges, commentaires avec François Trio. À part les joueurs, ou peut-être la famille des joueurs, franchement, on était blessés comme eux. Hein. Ouais, On était quasiment les plus tristes. On pouvait pas, à la fin au coup de sifflet final, enfin, on rêvait autant qu'eux, quoi. Tu vois. Au coup de sifflet final, on n'a pas pu se regarder pendant une demi-heure. On s'est même pas adressé la parole, rien. On est resté scotché sur nos sièges. Ça fait plus mal qu'une Coupe du Monde que tu joues? De la Non, commenter? tu peux pas dire même plus mal, faut pas exagérer, mais Il y a c'était beaucoup d'espoir tellement, cette année. énormément d'espoir, Mm. énormément d'espoir. Et puis un réel attachement à cette équipe qui est attendrissante, qui est particulière, Qui est jeune. qui est jeune, qui est touchante. Je trouve que les joueurs qui la composent sont, il y en a un que tu vas interviewer bientôt, qui est un ami à moi, Gaël Ficou. C'est des mecs magnifiques. C'est des mecs Antoine, solidaires. C'est des mecs solidaires, talentueux, mais Ouais. très terre à terre, très réels. Bah, il a mon âge, Gaël. Non, et puis, c'est des personnalités exceptionnelles, vraiment. Donc j'étais attendri par eux, extrêmement frustré. Mais donc quand t'as l'impression que c'est pas la meilleure équipe qui gagne, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de triche, ça n'existe pas. Oui, il y a des faits de jeu, évidemment qu'il y a des faits de jeu. En quart de finale, l'arbitre s'est trompé contre nous. Il s'est trompé 2-3 fois, bien sûr. Mais c'est pas lui qui nous fait perdre le match. Afrique du Sud, 95 ou 90... 95, c'est ça, contre la France aussi? Bah oui, ils sont sacrés. Ah ouais, alors là, Non, bah, tu vois. là mais là, il n'y a pas d'image vidéo. Bah, dans là, ce c'est cas-là, encore un peu finale différent. France-Nouvelle-Zélande aussi, ou 8-7, je crois. Ouais, C'est ça. là, il y a un arbitrage très, très litigieux. On a quand même été victime d'arbitrage pas ouf. Non, c'est ça. Moi, je franchis pas cette ligne-là. Ok. Je te dis, oui, il y a un arbitrage qui est extrêmement litigieux. Mhm. Si tu me demandes telle décision, est-ce que c'est la bonne ou la mauvaise? Clairement, il y a des fois, c'est la mauvaise. Mais ça fait partie du jeu. Mais l'arbitre, c'est un être humain Bien sûr. qui fait des erreurs non-stop. Moi, je te dis, le dernier truc que je voudrais faire, c'est être arbitre professionnel. Hein.
l'enfer. Moi, j'ai toujours dit, L'enfer. en tant que Parisien, Non, mais la remontada, on l'a créée, c'est pas l'arbitre. On l'a amené. Ça, je sais pas. Voilà. Mais, Là, alors, tu la fais dernière des conclusions, parenthèse. c'est impossible à décrire ça. Bah, mais c'est ce qui attends, fait la beauté du sport, ça aussi. Tu joues, tu prends 3-0 au bout de 30 ou 40 minutes. Pour moi, c'est clair, net et précis. Tu sais que tu vas perdre ce match. Et j'ai eu Blaise Matuidi en face. Et je lui ai posé la question, mais bon, passons. Par contre, la question sur le Real. Pendant plein d'années, quand Zizou a repris le Real, mais dégueulasse la première, la deuxième. Et ils finissent 3 fois champion d'Europe. Et en fait, une fois, tu te dis, bon, c'est peut-être de la chance. 2 fois, tu te dis, Zizou doit avoir un aura. 3 fois sans Ronaldo, tu te dis, enfin, le mental est plus fort que n'importe quoi, en fait. Les mecs y croient. Et encore là, on l'a vu avec contre Manchester City. Bon, je sais pas à quel point t'as regardé les matchs. T'as pas regardé? Non. Enfin, tu mets pas une pièce sur eux, mais c'est bon, ils tiennent d'un but et ils vont encaisser action sur action pendant 90 minutes. L'or du sport de haut niveau, et c'est un constat fondateur dans Team Pack Ventures, qui est la structure que j'ai cofondée. C'est que l'or du sport de haut niveau, pour moi, c'est la force mentale des sportifs exceptionnels, qui fera toujours la différence dans l'adversité, mais aussi dans la performance et dans la réussite. Un Rafael Nadal, je suis pas sûr qu'il est connu pour la qualité de son coup droit. Pas du tout. Par contre, son service se fait breaker aussi. C'est une brute de discipline, de mindset, de grind, d'intensité sur un terrain. Et à mon avis, en répétition, enfin, l'autre fois, je voyais un truc, quelqu'un qui sort un bouquin sur Roger Federer, qui a quand même une belle gueule, le mec est sympathique, il est machin. Puis je sais pas pourquoi, il fait moins agressif et moins teckel que Rafael Nadal. Et les mecs, du coup, peut-être faisaient des raccourcis un peu rapides en se disant, c'est pas un immense bosseur. Mais apparemment, il n'y avait pas plus de travailleur acharné que Roger Federer. Un malade d'entraînement et de détermination et de discipline, etc. Donc évidemment que le mental fait toujours la différence. Et donc pour revenir à ta question initiale, parce que tu parles, c'est difficile de dessus. C'est 3 matchs consécutifs de 2023 gagnés par les Sudaf d'1 point. Ça ne veut pas dire qu'ils ne méritaient pas chaque fois. Okay. Ça veut dire qu'il faut être sacrément costaud pour sortir l'équipe haute d'1 point, pour en demi-finale se prendre les pieds dans le tapis contre l'Angleterre, faire un match catastrophique et le sortir de nulle part, et pour reconfirmer ça en finale de Coupe du Monde la semaine après. Parce que t'imagines l'épuisement émotionnel que ça demande. C'est pas possible. Donc ça veut dire costaud, très costaud, encore plus costaud. Voilà ce que ça veut dire. Alors est-ce que c'est beau ? Est-ce que c'est beau ? Est-ce que c'est la plus belle équipe qui gagne ? Est-ce que c'est le plus beau jeu qui gagne ? Non, mais ça, en 2018, Griezmann a dit, je m'en fous si on gagne en jouant dégueulasse. Mais ça, tu peux demander à tous les sportifs. Par contre, tu préfères gagner beau que gagner, mais il n'y a rien à faire. Le but, c'est de gagner, puis c'est tout. Je voulais, il y a 2 questions après on arrête sur le sport. La première, c'est le haka. La deuxième, c'est sport, mais en fait, on en a un peu parlé, c'est ton métier de commentateur. Mais si on revient sur un haka, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça fait de vivre un haka. Et en fait, dedans, on a parlé de tennis, donc je fais le lien avec sport d'équipe versus individuel. Ouais. Est-ce que tu dirais que c'est beaucoup plus simple ? On l'a vu notamment au tennis, qu'en 1 point, tout le cours d'un match peut changer. Ouais. Est-ce que ce truc-là peut se passer positivement comme négativement aussi vite et aussi fort dans une équipe collective avec 15 joueurs, quoi ? Tu vois, c'est marrant quand tu me dis en 1 point tout peut changer à part une balle de match. Je suis pas tout à fait d'accord parce que c'est un éternel recommencement le tennis. Je trouve ça très très dur psychologiquement. Breakpoint. Enfin, les gens ils mènent 5-0, ils se font monter 5-5. Moi, je pense pas qu'en 1 point tu tues ton adversaire ou pas. Tu lances un truc, mais il faut toujours le confirmer. Et c'est hyper dur. Oui, c'est une graine qui gère. Vraiment, le tennis pour moi, et le golf, tu vois, c'est vraiment des sports que j'aimerais beaucoup analyser et connaître mieux. Parce que franchement, dans la tronche, c'est des espèces de brutes. Il faut avoir le cœur solide. C'est tellement intense, ça ne s'arrête jamais. Puis il faut back up ta bonne décision. Back up. Au rugby, tu peux faire 1 ou 2 erreurs. À l'énergie, au machin, tu vas retourner ça tous ensemble. Donc, être en face du haka, c'est quoi ? Être en face du haka, c'est une invitation au combat. C'est un truc absolument magnifique à vivre. Je pense que tous les gens qui disent, tu vois, mais c'est un peu triché, ils ont un avantage sur l'adversaire, c'est pas vrai. Tous les joueurs qui sont en face, en prennent autant que eux à le faire, ce haka. C'est une invitation au combat. Quand ils frappent le sol, tu sens les tremblements de terre. Quand ils frappent leur poitrine, tu as l'impression d'être là. Il n'y a pas de découverte, quoi. Tu découvres pas qu'on va se foutre sur la gueule 20 minutes après. Tu sais très bien qu'il y a un aspect physique du rugby. C'est quoi l'émotion ? C'est exceptionnel. Elle est excitante, c'est de la peur. C'est exaltant, ça galvanise. Et puis oublie pas que toi, tu es avec tes coéquipiers. Donc tu es en train de te serrer avec tous tes potes en disant c'est eux qu'on va affronter. Ils nous convient. Il n'y a pas un boxeur, à mon avis, que ça excite pas encore plus d'entendre un mec et tiens, on va se ramasser. Allons sur le ring, là. Toi et moi, maintenant, on va s'éclater. Mais je t'annonce qu'en face, si t'es pas habitué à ça, si tu ne sais pas, on va se foutre sur la gueule, là, il va vraiment avoir des coups, mais je croyais que c'était que du sparring. Oui, là, c'est une surprise.
Le rugby, et oublie pas, quand tu joues les All Blacks, c'est un match international. Donc, tu es sélectionné pour ton équipe nationale. Donc, tu es normalement devant 80 000 personnes. Tu es déjà en train de trembler toute la semaine. Et puis, tu les connais. Donc, ça ne fait que rebooster et démultiplier par 100 ton excitation, ta fierté d'appartenance et ton envie de se dire, il y a un côté ultra physique du rugby qui est absolument essentiel et qu'ensemble, on est capable de tout faire. Donc, être en face du haka, c'est un moment sublimissime qui galvanise autant ceux qui le reçoivent que ceux qui le performent. Est-ce que, sur ça, il n'y a pas aucune autre nation qui est... Alors, je crois que si... les Fidji doivent... Ouais. Les Samoans, les Tongiens, les équipes Maoris, du Pacifique. etc. Ok, mais personne d'autre. En fait, tu parlais de boxe, on appelle ça du trash talk. Est-ce que nous, en France, on s'est pas dit, bah nous aussi, on Alors, va... le haka, c'est pas du trash talk. Hein. C'est complètement différent. Non, sincèrement, c'est ouais, complètement non, différent. C'est pas... Ok. C'est Non, parce que le respectueux, trash c'est talk, respectueux. voilà, on voit ça. C'est fait dans un espace qui est bien Mm. défini. C'est une danse traditionnelle, culturel, exactement culturelle, historique, qui a été largement documentée. Ils peuvent pas te sortir une danse où finalement ils t'envoient des doigts, machin. Ça n'existe pas. Ok. D'accord. Donc c'est pas considéré comme du trash talk. Ok. Et c'est quelque chose pour lequel on a quand même beaucoup de respect. Et il y a effectivement les 3 îles du Pacifique, Fidji, Samoa et Tonga, qui le font aussi. Et c'est une tradition qui est absolument sublime. Après, la façon dont tu chantes ton hymne national, ça aussi, ça te définit. Par contre, Bien quand ils sûr. chantent l'hymne néo-zélandais, ils n'ont pas la même vigueur et la même ferveur. Et le haka, c'est pour nous. Et nous, la Marseillaise, on essaie de faire trembler les murs au maximum. Mais c'est un moment très, très puissant pour nous. Face au... Ouais, bah alors ça, on n'a plus le droit de le faire. Hein, on n'a plus le droit. Non, on s'est fait taper sur les doigts. Là, Ah, on était les premiers à l'avoir fait ou Quasiment, ouais. Bah, déjà, maintenant, ils ont dû avec mettre Chabal des limites. devant. Ouais, On n'a pas le droit de franchir la ligne des 50. Maintenant, ils ont essayé de protéger un petit peu ça. Non, et puis c'est un moment qui est marketable aussi dans le rugby. Hein. C'est un super truc. Ce truc-là, enfin cette image, oui, elle est historique. Et le haka en règle générale, c'est un moment qui est attendu par tous les Tu serais supporters, déçu, pour la télé. s'il y a n'importe quelle équipe Nouvelle-Zélande et que la veille ils annoncent qu'il n'y a pas d'haka, c'est non, mais là, c'est un match qui n'existe pas. Les spectateurs seraient déçus, les Ouais. joueurs seraient déçus. Okay. Non, ce serait incompréhensible. Bon, on passe. J'ai cette question qui est hyper importante. On peut le dire, t'as plein de vies en fait, plein de vies en une. Comment tu as réussi à choper cette vie de commentateur? J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une formation? Et si je te pose ça, c'est aussi parce qu'en ce moment, on voit une série sur Canal qui s'appelle Au Micro, qui je trouve est une super initiative de pouvoir permettre à des gens lambda de devenir commentateurs. Ouais. Mais pour autant, tout le monde est formaté de la même manière, moi je trouve. Donc j'aimerais savoir. Alors, et déjà... d'ailleurs, toi, tu le vivais, le match. Ah ouais, mais c'est pour ça. Moi, déjà, je suis pas commentateur, je suis consultant. Donc le vrai commentateur, je pense, c'est un vrai métier. C'est le chef d'orchestre, c'est le 9 passe au 10, le 10 machin, tout ça là. C'est quand même ça, c'est vachement plus dur. Okay. D'accord. Déjà, moi je suis consultant, donc t'es à côté. Oui, tu dois vivre l'intensité du match, mais en gros, tu te dis ce qui se passe en face de toi, et normalement, t'as un bon chef d'orchestre à côté de toi. Et moi, j'ai la chance, quand je bosse pour la télé française, d'être avec François Trio, qui est un ami à moi, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui a beaucoup d'expérience, qui m'a amené en 2019. C'est lui qui a dit je veux Benjamin. Il a mis ses couilles sur la table pour moi. Hein, personne ne me connaissait. Cool. Okay. Et lui avait vu en moi une capacité d'expression, une certaine intensité dans ma conception du rugby qui lui plaisait beaucoup, et il voulait le faire avec moi. TF1 à l'époque, ils avaient aucune idée qui j'étais. Hein. Retranscription de l'émotion aussi. Ouais, bah alors, j'avais jamais fait. Donc, t'as passé un test? On a signé le contrat pour la Coupe du Monde 2019, et ensuite François avait fait en sorte qu'en fait pendant les matchs amicaux de l'équipe de France, on fasse des entraînements tous les deux, et on se mette en mode plateau et on le commentait, mais pour que personne n'écoute. Et franchement, il nous a fallu une mi-temps. Et c'était cool. Et c'était terminé. Ensuite, c'est quoi à mort, sur mais à mort, jeu? à mort. À quel moment tu sais quand tu peux l'ouvrir entre guillemets? C'est lui qui me dit. C'est ça qu'en fait les gens voient pas. Bien sûr. Ah oui, on se met des coups de coude. C'est un chef d'orchestre. Okay. Donc il me fait des ferme là et ouvre, lance, stop, coup de coude. Tout ce qu'on voit pas à la télé. Non mais tout le temps, à fond. T'as pris du plaisir toi? Je me suis régalé. Je me suis régalé. À la fin du rugby, j'en avais vraiment absolument marre du lundi au vendredi. J'en pouvais plus. Extrêmement répétitif, auto-centré, la routine de l'entraînement, moi, j'en pouvais plus. Je serais toujours nostalgique et accro à cette adrénaline et aux moments exceptionnels que sont les matchs. Déjà, j'adore les stades. Moi, je vais visiter un stade vide. Tu vois, je trouve ça absolument sublime. J'adore le moment où tu montes les gradins et tu découvres la pelouse. C'est notre Colisée à nous, quoi. Tu vois, les gladiateurs vont se foutre sur la gueule pendant un match de rugby. Et donc, j'adore ces moments-là. Et j'adore le rugby en règle générale. Et donc, autant faire des plateaux télé où tu dois expliquer un match, c'est agréable, c'est sympa, mais bon, c'est pas la nature même du truc. Commenter, c'est exceptionnel.
Ok. Tu es en face d'un match, tu vis l'intensité, tu veux la retransmettre, et je me considère vraiment comme un privilégié. Donc non, j'ai pas fait de formation. Ok. C'est François qui a eu le courage de me faire confiance. On a fait la Coupe du Monde 2019 ensemble. On a eu la chance de faire la Coupe du Monde 2023 comme équipe principale et de suivre l'équipe de France jusqu'à malheureusement sa sortie en quart de finale et ensuite de faire le reste. Donc c'était un truc exceptionnel. Ok. Et ensuite, maintenant j'en fais beaucoup pour la télé anglaise parce que je suis un des English, seuls Frenchies ok. qui parle couramment anglais, donc ça aide bien sûr. Je suis basé ici et je prends énormément de plaisir et j'adore ça parce que ça me permet de vivre encore les matchs. Ça me permet d'apprendre, parce que quand tu es entouré de très bons consultants, bah, tu apprends sur le rugby, parce qu'il y a vraiment des beaux brains du rugby qui viennent. Je veux dire, tu t'admires tes co-présentateurs Bien sûr. dans leur culture, mais aussi dans leur capacité de rebondir sur des D'analyse, actions. de jamais louper des trucs, d'être concis, impactant, intéressant. Non, c'est vraiment. Vous êtes vraiment embrouillé pas à dur. l'antenne? Quand je dis François embrouillé, mais genre en mode vous êtes pas d'accord, quoi. Avec François Ouais. Non, jamais. Non? Mais c'est drôle, moi, je trouve. Non, jamais. Allez, peut-être le seul fois, c'est quand peut-être, tu vois, lui pouvait blâmer l'arbitre et moi je déteste ça. Ouais, ok. Ah, alors c'est un joueur qui parle aussi. Non, même pas du tout. Non, C'est même pas. que ça. C'est que je trouve que pour moi, c'est la porte de sortie trop facile. En gros. Et dire l'arbitre s'est trompé. Dire l'arbitre s'est trompé, oui. Ça, je suis d'accord. Parce qu'il se dire que trompe. c'est la raison de... Mais parce qu'il se trompe, évidemment qu'il se trompe, les mecs. Mais à chaque fois, je donne cet exemple. La mêlée, c'est quand même ultra compliqué, ok? Moi, quand je jouais, Je vois ce le que c'est. talonneur, il est en plein milieu. Ah oui, bah j'espère quand même. Le talonneur, il est en plein milieu. Je pouvais te dire exactement ce qui s'était passé à chaque fois qu'il y avait une pénalité en mêlée. Mais à chaque fois, ok? Quand tu es au milieu, tu le sens, le truc. Et le rôle du talonneur, vraiment, tu sens. Il a lâché son appui, sa liaison n'était pas bonne. Tu le sens, ces trucs. C'est assez animal. Je prends 2 pas de recul. Je regarde une mêlée à l'entraînement. Des fois, je n'étais pas sûr. Ah oui, ok. Donc un arbitre, jamais je peux lui demander de vraiment savoir exactement ce qu'il en était. Parce Donc, que tu même peux pas moi, le blâmer. qui en ai fait toute ma life, j'étais pas tout à fait sûr. Donc si tu veux, et donc c'est pour ça que les arbitres se sont en fait bardés de visuels qui sont assez bizarres. Hein. Des fois, on demande aux piliers, on demande des liaisons, des angles, des machins, les coudes. Enfin, c'est vraiment, c'est quasiment de la gestuelle qui est contre-intuitive, qui est anti-performance en mêlée. Mais juste parce que j'ai besoin d'avoir mon truc, je veux que tu sois lié comme ça, que ton coude soit comme ça. Et si tu le fais pas, c'est que tu essayes d'eux. Une C'est sorte pas de vrai. chorégraphie, presque. Donc c'est ultra dur, l'arbitre fera toujours des erreurs. Le rugby est un sport zone grise. Okay, il faut être juste à l'aise avec ça. Si demain on a une technologie comme un Roland Garros qui permet de voir si la balle est exactement en avant ou pas, on est mort. Hein. On est mort dans le rugby. Il y a 90% des essais qui vont être annulés. Si demain on est capable, j'entends des mecs qui disent de demander un, comment t'appelles ça? La VAR? Ouais, mais tu sais, de faire appel à la au tennis, vidéo. ils ont un truc, ils peuvent. Oui, request, ok, ils ont le droit à 3 challenge. challenges. Ouais, challenger Si demain t'as des coachs qui ont 2-3 challenges et qui peuvent dire là je vais aller voir cette action là machin, mais on va filer 15 cartons rouges par match parce que des contacts tête contre tête, il y en a 10 000. Non, mais c'est une strat en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui au tennis il y a des joueurs donc tu sais qui vont prendre leur pause toilette alors qu'ils n'ont pas le droit, ou carrément faire des challenges alors qu'ils savent que la balle est faute, et c'est pour ça qu'on revient au mental. Et au foot US ou à NFL ils prennent les comment ils appellent ça là, les temps morts, ils les prennent pile au moment où l'équipe va bien. Basket après aussi. Écoute, ça c'est la stratégie, ça se fait. Oui, mais ça c'est change la différent. nature du sport. Donc en gros, ce que je veux dire, c'est que le rugby est zone grise. Donc l'arbitre fera toujours une erreur, toujours. Il n'y a pas un match où ils font des matchs parfaits. Et donc il faut être indulgent, il faut être respectueux, parce que ça fait partie même de notre sport. Point. Est-ce que c'est pas ça la philosophie de vie et même ta philosophie aujourd'hui dans l'entrepreneuriat? Tout n'est pas carré, mais il faut se frayer son passage, accepter que l'écosystème est changeant. J'essaie de faire un petit lien là. Ouais, non. Mais, écoute, moi je pense qu'il y a une passerelle absolument directe entre l'entrepreneuriat et le sport de haut niveau, qui est pourtant extrêmement peu exploitée, qui est la base même du constat qui nous a poussé avec mes associés à lancer Teampact Ventures. On entendait Shaquille O'Neal qui est je sais plus combien centième investisseur Google, enfin tu vois un truc comme ça. Donc c'est un peu des gros risques, high risk, high reward, prise de risque capitalistique pour finalement faire des gains exceptionnels parce que c'est ça le venture. Ok, super. Mais jamais j'entendais comment est-ce qu'un sportif exceptionnel peut amener sa force mentale exceptionnelle au fondateur. Comme c'était que ces thunes qui cherchaient. Quand est-ce qu'on va pouvoir parler de filtrer les avis qui comptent, de pérenniser la performance, de gérer la pression, de se relever de l'échec, d'être confortable dans l'inconfortable, qui sont, je viens de te décrire tous ces trucs-là. J'ai parlé de sport ou d'entrepreneuriat, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Donc oui, pour te dire, être à l'aise avec le fait que tout n'est pas parfait, bien sûr que c'est l'entrepreneuriat. Tu fais tout, tu fais de ton mieux. En tout cas, tant que tu sais que tu gardes rien sous le comment t'appelles ça, sous la pédale, que t'envoies tout, que t'as aucun regret sur ce que t'as donné et que tu peux te regarder dans une glace, et ben écoute, dans le sport comme dans l'entrepreneuriat, t'auras fait un bon pas en avant.
Je suis assez convaincu que, et de manière, on l'a vu, qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font aussi appel à des sportifs. Bon, on va en parler là, on va parler Teampact. Il y a d'autres sportifs. Allez, on va pas parler de la compète, je suis sûr que vous avez fait des co-invest, mais tu vois très bien de qui je parle, passons. Est-ce que c'est valable dans l'inverse? Est-ce que tu penses que des sportifs devraient faire appel à des entrepreneurs plus aguerris, plus vieux? Sûr. Est-ce que ça se fait aujourd'hui? Ce qui est vrai, on peut parler des autres sportifs. Hein. J'ai entendu non, mais j'ai entendu ton podcast avec Axel Toupane que j'ai trouvé très bon. Blaise Matuidi, c'est vraiment cool et on est co-investisseur dans un ou deux deals. Plus il y a d'acteurs qui vont se mobiliser, mieux on se porte. Okay, après, nous, on fait les choses différemment. On l'assume, on le souhaite. Nous, déjà, on fait absolument que de l'impact. On fait du climat et dans la santé. Et on a vraiment une idée d'aller franchir un pas. Teampact et d'aller apporter le meilleur du sport de haut niveau et des leaders engagés au service de l'innovation positive, climat, santé. Plus il y aura d'acteurs qui vont se mobiliser, mieux on va se porter, très clairement. Et j'ai envie que moi, ces ponts se multiplient et s'accélèrent. Là, une des raisons pour laquelle aussi, peut-être moi, ça m'est venu un tout petit peu plus naturellement, et quand tu parles de ces ponts, de ces sportifs qui vont chercher des entrepreneurs et pas l'inverse, c'est qu'au rugby, on a la chance d'être un sport qui gagne très bien sa vie, mais jamais, au grand jamais, suffisamment pour être entier. Okay ? Quand tu dis entier, c'est arrêter de bosser après et faire juste de l'invest comme des footeux, quoi. Tu vois ce que gagnent les footballeurs, tu divises ça par 150. C'est pas 2, hein. Tu divises ça par 150. Donc tu dirais que tu gagnes autant qu'une footballeuse féminine? J'en ai aucune idée. Le ratio, il est à peu près de ça, je crois. Je sais pas exactement qui gagne quoi, mais un bon joueur de rugby, tu vois les salaires moyens dans le top 14 qui sont des très bons salaires. Attention, ça va être autour de 100 000 euros. Quand t'es bon, tu gagnes 200 000 euros par an. Quand t'es exceptionnel, tu gagnes 500 000 euros par an. Et il y a peut-être un mec qui gagne 1 million d'euros par an. Voilà le rugby. Okay, pas pendant 15 ans, quoi. Et pas pendant 15 ans. Donc c'est beaucoup d'argent, attention, mais jamais au grand jamais. Donc en fait, dans le rugby, il y a toujours c'est pour ça qu'on nous dit vous êtes abordable, vous êtes encore enraciné dans la vie réelle. Oui, parce qu'il y a plein de rugbyman dont les parents sont agriculteurs. Tu as Toto Dupont, le capitaine de l'équipe de France de rugby, son frère, il élève des cochons noirs de Bigorre dans le Gers. Toto, j'ai noté. Ouais. Bon, il n'y a pas que moi qui appelle Toto pour le coup. Mais moi non, en tout cas. Mais bientôt. Donc tu vois, ça nous rend en connexion avec la vie réelle. Le rugby fonctionne sur un modèle de sponsoring. On a besoin de gros sponsors. On a besoin d'avoir une connexion avec ces gens-là qui viennent dans le rugby assouvir leur amour du sport, mais aussi des valeurs communes et voir un peu le respect qu'on a pour l'arbitre, pour l'adversaire, pour le travail, la résilience, pour la connexion collective, etc., etc. Donc je te dis ça parce que les rugbyman sont dans une obligation financière finalement d'être intéressés par autre chose. Donc sont tous un peu entrepreneurs, sont tous connectés avec la vie réelle, ont tous des centres d'intérêt un petit peu différents. Post-carrière. Et je trouve ça post et pendant la carrière. Et donc je trouve ça très sain, très réel. Et c'est aussi pour ça que moi ça m'a poussé à créer Teampact. Ouais, en fait j'allais dire que même le changement post-carrière, si je comprends bien, a été assez fluide. C'est-à-dire que tu étais déjà convaincu qu'il fallait que tu te lances sur d'autres challenges. Ouais. Ça a été quand ta première boîte ou ton premier invest? Première fois que tu as parlé de business. Déjà, pour l'instant, tout se passe bien, mais c'est un énorme challenge. Je dis pas que c'est facile. Je dis pas que c'est facile pour tout le monde. Donc, c'est vraiment une petite mort. Il y a vraiment un truc très, très particulier. La fin de la carrière. Absolument. Hein, quand même. Okay. Ah non, c'est vraiment violent. Okay. Tu vois, l'assembly, je te dis, il y a un groupe WhatsApp, 75 personnes qui pingent toutes les 4 secondes à s'envoyer des saucisses. Et finalement, tu te retrouves tout seul à driver ton truc. Mais salarié... self-employed. Mais joueur de foot à je ne sais combien, là on parle que d'argent, te retrouver du jour au lendemain sans. Toi, si j'ai bien compris, t'avais déjà pris pour acquis qu'il fallait que tu bosses et que t'ailles faire d'autres choses. Chose que certains n'ont pas pris pour acquis. Oui, il y a aussi des exemples magnifiques même dans le foot, de mecs qui gèrent bien leur barque, qui s'intéressent, qui dispatchent à droite à gauche. Un certain gunner. Entre autres, mais Flamini. Mais bien sûr, bon, il a été brillant. Moi, j'ai la chance de côtoyer Raphaël Varane, que je trouve brillant et bien entouré et smart dans sa façon de faire. Donc non, il y a plein de sportifs comme ça. C'est pas trop le problème. Je le connais pas. Ah, je l'ai demandé tout à l'heure sur le commentateur. T'as un peu marché sur ses traces. Le seul Frenchie qui parle anglais qui commente. C'est totalement vrai. Et moi, non, je ne le connais pas. J'adorerais le rencontrer. Je me demande s'il a investi en fait. J'en ai absolument aucune idée. Moi, je sais que j'avais adoré parce que j'ai vu une interview de lui, je crois que c'était avec Tony Parker, où il parle qu'il a découvert la vulnérabilité à l'âge de 45 ans.
Non, mais Et j'avais trouvé ça magnifique. je vois Parce que lui, c'est un bestiau de compétition incroyable qui a tout gagné. Il l'a fait en anglais cette interview Ah, où il peut-être. raconte. Non, c'est pas avec Tony, c'est avec un autre qui est très Ouais. connu, j'ai plus le nom, où il Ouais. raconte qu'il a été en dépression tout le long de sa carrière en Non, mais fait. incroyable. Et Incroyable. c'est. Et j'ai trouvé ça. Bon, là, c'est un autre Non, pendant mais de notre c'est discussion. hyper Mais intéressant, je trouve. pour moi, les L'envers sportifs du et les décor. athlètes et l'excellence en règle générale ont quasiment un devoir sociétal de parler de vulnérabilité, de parler des challenges, de parler de santé mentale. Qui est un sujet encore trop tabou. Et en fait, j'aimerais qu'on en parle, pas par le biais de regarde tous ceux qui vont mal, les pauvres, mais regarde tous ceux qui ont eu des challenges et qui ont su les vaincre et qui ont su exceller, mais que la santé mentale, c'est pas. Le pauvre, lui, il va mal. Tout le monde en a une. Tout le monde. Tout le monde a des challenges. Tout le monde a des jours où ça va ou des jours où ça va pas. Par contre, tout le monde n'arrive pas à s'en sortir. C'est vraiment ça la réalité. Ça devrait être une obligation d'en parler. Je pense que plus il y a d'ultra-performeurs qui témoignent de leur challenge, même si ce sont les plus successful de la Terre, mieux on se porte. Toto Wolff de Mercedes Competition qui a été très très ouvert là-dessus, Titi Henry et les autres. Donc ça, je trouve ça génial. L'inverse, tout à l'heure je te posais la question, tu m'as dit oui, mais est-ce que toi tu le ferais par exemple aller voir le 15 de France ou peu importe et proposer des entrepreneurs dans lesquels tu as investi parce que tu penses qu'il y a des synergies? Alors, aller voir le 15 de France, non, mais on a la chance. Donc, Teampact, il y a 3 ans. Je vais te demander tes constat... invests après, mais vas-y. Non, mais c'est un constat de Ouais. se dire. Tu m'as posé la question à quand est-ce que j'ai mis mes premières billes. Pendant ma carrière, j'ai mis des petites billes de business angel. Ok. Parce que c'était ma façon pour moi d'apprendre. D'accord. Je voulais m'inviter à la table de cap. Quel âge? C'est une bonne question. 26 ans. 26 ans. Ça prend du temps avant que tu gagnes ton premier salaire quand même. T'as été pro à quoi, 18 ou 20? 18, ouais. Ouais. Bah, Ouais, mais- 18, j'ai gagné 1200 balles par mois. Oui, Comme ça, mais hein. bon. C'est ça un contrat pro. T'as rugby au écouté début, Axel hein. Toupane. Bon, qui gagne Oui, sûrement plus ouais. NBA, mais il a commencé ses invests à 20 ans, je crois, environ. Et c'est Ouais. ça, en fait, que je sais. Pourquoi t'as commencé à être BA à 26 ans? Business Pourquoi? angel. Parce que j'avais envie d'apprendre, parce que je voulais m'acheter une certaine légitimité. Il y a plusieurs façons de s'inviter à une table de cap. Hein. Tu peux être advisor, tu peux être consultant, tu peux être un pote, ou tu peux être investisseur. Et moi, c'était un peu ça mon angle. J'aime pas la compta, mais comme par hasard, quand c'était sous, tu regardes et tu te mets à apprendre ce que c'est que la compta. Donc c'était vraiment comme ça. C'était pour me forcer à T'as être acheté de la impliqué. légitimité quand tu dis acheter ta place à la table Légitimité, cap table. non. Légitimité, non, parce que j'en avais pas. Mais je me suis acheté un pied dans la porte, quoi. Ouais, Comment c'était un vraiment ça, mon sportif de haut niveau à 26 ans n'a pas de légitimité si je reprends les 40 premières minutes de ce podcast? C'est dans ta tête, mais C'est aujourd'hui... peut-être dans ma tête, mais attends, à cette époque-là, en 2010, on n'en parlait jamais. Hein, Non, donc mais on oublie, en était aujourd'hui, très, très loin. un gars de 26 ans qui joue dans en top 14 Ouais. ou qui joue en Mais Angleterre. peut-être que c'était dans ma tête. Il serait Mais légitime oublie pour pas toi, que ce ouais. syndrome de l'imposteur, c'est un truc que je trouve d'ailleurs très sain, mais Totalement. qui est très réel. Et qu'on cultive un peu dans le rugby. Tu vois, chacun doit rester à sa place et peut-être. Donc peut-être que ce doute, il était uniquement dans ma tronche, mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai fait ça pour Ok. apprendre. Je t'ai interrompu sur Teampact. Mais donc, des premiers. Ouais. À la fin de ma carrière en 2019, je suis allé faire un MBA à Oxford parce que pendant ma carrière, quand j'ai fait ces premiers investissements en tant que BA, il y a des fonds d'investissement qui sont rentrés à la table de cap et là, j'étais éjecté des conversations parce que je comprenais plus rien. C'était vraiment un manque de vocabulaire. La peur de passer pour un con, je vais peut-être pas poser les questions un petit peu difficiles. C'est eux qui t'ont éjecté ou Du tout. Non, Et- c'est de toi-même. Ouais, Ok. je te dis Ouais. éjecté, pas littéralement. Non, tu non, vois, mais ok, je vois ce que tu vraiment veux dire. totalement Tu restes en retrait, quoi. hors compétence. Mhm. Et donc hors de ma zone de confort. Et donc moi-même, je me suis retiré un peu de ces conversations parce que j'étais un peu perdu. Donc je suis allé faire ce MBA en me disant, je ne veux plus jamais ne plus être invité à la table de cap. C'était un peu ça, ma vision un peu naïve des choses. Et j'ai découvert le monde du venture. Et finalement, dans le venture, je me suis rendu compte que les meilleurs entrepreneurs choisissent les meilleurs fonds et pas l'inverse. Soit tu as une réputation, tu es Sequoia, Index, etc., c'est Mhm. une chose. Soit tu amènes une vraie valeur ajoutée. Et moi, comme je te le disais au début, pour moi, la vraie valeur ajoutée ou l'or du sport de haut niveau, c'est la force mentale des sportifs exceptionnels. Et ensuite, c'est des techniques, des best practices, une culture de l'ultra-performance pérennisée. Comment ça se matérialise via Teampact? Et donc, avec toute l'équipe de Teampact, avec Romain Vidal que tu connais, qui est ici depuis 10 ans avec ce fameux gros fonds méchant Caporn. qui était rentré à la table de cap de ma participation, avec Basile Aguet qui, C'est Caporn qui rentre. Ouais. Ah, trop drôle. qui gère toute la verticale climat, Basile qui est un ancien rugbyman de haut niveau et entrepreneur lui aussi, et tout le reste de l'équipe. On a créé ce pont entre l'excellence sportive avec des leaders engagés et l'innovation.
avec comme vision assez simple de se dire, j'ai envie de mettre ces entrepreneurs en face de ces joueurs du 15 de France, comme disait tout à l'heure. J'ai envie aussi d'aligner les intérêts, et que pour que tout le monde soit aligné dans les intérêts et dans leur implication, il faut passer par la case investissement. C'est pas du conseil, c'est pas du brand for equity, c'est pas du service pour equity que l'on propose, c'est de l'investissement. Et on a fait pendant 2 ans un peu notre POC à nous, on a levé des sous pour nous, on a eu la chance d'être suivi par des investisseurs historiques dès le premier jour quand il n'y avait absolument rien. Je peux te demander qui ou pas? Ouais, bah écoute, on a... Je te demande qui. On a Jean-Stéphane Arcis, qui est le fondateur de Talentsoft. Ok. On a Bruno Wittvogt, qui a géré Unilever France et Afrique pendant très longtemps. Ok. Mais aussi Nicolas Karabatic, Thierry Omeyer, Yannick Nyangam. Donc que des individuels? Que des privés, okay. 100% privés. Okay. Mais là, c'est vraiment pour investir dans la structure Teampact. On les appelle des founding LP, ils sont carrément associés avec nous. Et ensuite, on a fait des SPV. Ok. Ensuite, dans les... un véhicule par deal? Voilà. Pendant 2 ans, on a fait des SPV, on en a fait 14. On a investi en France et à l'étranger. Et on a construit un petit peu notre comité d'investisseurs, mais aussi notre valeur ajoutée et notre élément de différenciation au fur et à mesure de notre aventure. Et vraiment, ce qui nous différencie, c'est 2 choses. C'est d'abord la force de notre communauté. On a une communauté qui est absolument exceptionnelle, d'investisseurs, d'entrepreneurs et d'athlètes, tous engagés dans le but d'unir leurs forces au service de l'innovation positive. Mais aussi pour matérialiser notre engagement. Moi, ça a été un élément déclencheur aussi de ma motivation. À Oxford, j'ai découvert le monde du private equity. CVC Capital a mis plein de sous dans le rugby, je ne sais pas si tu as suivi ces dernières années. J'ai pas entendu, pardon. CVC Capital, okay. un gros fonds de PI, a mis plein de sous dans le rugby ces dernières années. Ok. Et donc finalement, un des bras du PI, c'est le venture. Et je découvre un truc que 60% des raisons pour lesquelles les startups vont se casser la gueule, série A, série B, ce sont des problèmes people. C'est des équipes fondatrices qui implosent. C'est des fondateurs qui ne survivent pas à l'entrepreneuriat. Je crois que j'ai vu une statistique de la French Tech qui faisait vraiment froid dans le dos sur le nombre de burn-out sur les 24 premiers mois des fondateurs. Enfin, c'est une folie. Non, mais ils te disent que 50%, je crois que c'est Charlie Perrault des Échos, il y avait une stat, genre ouais, 50% des entrepreneurs veulent démissionner. Non, qui ont pensé laisser tomber leur boîte. Mais là, je te parle vraiment du burn-out. Ouais, non, mais bien sûr. Parce que tu peux aussi te remettre d'un burn-out. C'est ça que je leur souhaite. Tu vois. Faut déjà prendre conscience que tu es en burn-out. Bien sûr. Et pourtant, quand je rencontre moi ces entrepreneurs, c'est des mecs qui se comportent pas comme des sportifs de haut niveau. C'est pas des mecs qui ont comme priorité numéro 1 leur équilibre psychologique, leur équilibre physique et de se comporter comme un athlète de très très haut niveau. C'est drôle parce que tu parles à un athlète de haut niveau, il a un match demain, même s'il n'arrive pas à dormir, il va te dire je vais me coucher tôt ou je vais faire. Non, nous, entrepreneurs, on va bosser comme des malades. C'est une certitude. Et puis vous êtes un sprint/marathon pendant 10 ans. Et finalement, c'est 2 mondes qui sont absolument identiques. Je ne crois pas, je ne devrais peut-être pas le dire exactement comme ça, mais je ne crois pas à la passerelle directe entre le monde du sport et le monde de l'entreprise. Se comporter dans l'entreprise en règle générale, comme sur un terrain de rugby, comme moi j'étais à l'ultra haut niveau, tu peux pas demander le même don de soi, la même détermination, le même sacrifice, ces gens-là. Donc tu vois, j'ai toujours été un petit peu mal à l'aise entre ces passerelles et par contre, dans l'innovation, dans la start-up, c'est précisément les mêmes problèmes. Parce qu'il y a un côté incertitude et en même temps passion. Vélocité, ultra-concurrence, être confortable dans l'inconfortable. Quand tu vas en start-up, tu ne vas pas pour avoir ton CDI pendant 15 ans et être peinard, quoi. Tu sais qu'il y a une prise de risque, tu sais qu'il y a un problème. En early stage, non. En early stage, il y en a quand même moins. Et puis surtout, il y a aussi une sorte de démographie. C'est quand même des démographies beaucoup plus jeunes. Tu vois, dans la startup, je sais pas, il y a extrêmement peu de profils seniors, tu vois. Donc tu te retrouves avec des gens entre 20 et 35 ans. Je sais pas, je t'invente un truc. Non, mais oui. Bah, c'est la même chose que dans une équipe de rugby. Nous, on investit en seed série A. Bah, t'es entre 10 et 50 personnes dans les boîtes. Bah, et un club de rugby, c'est ça. C'est ta humaine entre le staff et le staff médical, etc. C'est ça. On a une saison, on a un but commun qui est beaucoup plus compliqué que dans une boîte où vous êtes 2000 d'aller atteindre un objectif commun. Et la plupart des gens, sans faire trop de généralité, en tout cas créer des startups, ça c'est sûr, dans un but d'ultra performance et une ambition démesurée. Donc assumer cette envie de devenir le meilleur du monde, ça c'est un truc que tous les sportifs de haut niveau partagent. Et donc ça vient avec des sacrifices, avec des standards d'exécution, avec un don de soi, avec une détermination et du coup avec une résilience. Parce que quand tu essaies d'être le meilleur du monde, tu vas forcément prendre des bûches, parce que tu vas forcément tomber sur meilleur que toi à un moment ou à un autre. Il est 12h30. On attend qu'on nous vire, on fait quoi? C'est bon, tu peux prendre 5 minutes. 11h30 du coup. Tu peux prendre 5 minutes. Une heure de... Bref, d'avance. Je voulais savoir juste sur la santé mentale, à quel moment tu en as entendu parler en te disant, ou on t'a posé des questions dans ta carrière professionnelle de rugbyman?
Écoute, ça a toujours été un sujet pour lequel j'ai été sensible parce que j'étais assez à l'aise avec mes émotions, parce que très jeune, on m'a fait comprendre que la peur, le stress, l'anxiété, bah, c'était juste, si c'était bien utilisé, bien canalisé. Des bons signaux ou des... C'est de l'essence pour ton moteur. Mhm. Donc la peur, le stress, bah, c'est simplement ton corps qui te dit c'est important ce que tu fais. Déconne pas, quoi. C'est important pour toi. Donc non, j'ai toujours été à l'aise avec ça. Et ensuite, à Oxford, on avait un projet entrepreneurial qu'on a lancé avec des collègues d'Oxford qui était faire un peu le Strava de la santé mentale pour construire un score de la santé mentale. Okay. Notamment avec un ancien Navy Seals qui malheureusement a perdu plus de collègues des Navy Seals au bout d'une corde que sur le terrain. Ok. Donc c'était un peu ça, les traumatismes de gens qui sortent de l'armée, c'était un peu un élément déclencheur. Ah oui, ok. Et puis bon, il y a eu 2-3 problèmes ces dernières années dans le rugby qui m'ont un peu fait peur, tu vois, de joueurs qui ont fait des choses assez dramatiques sans qu'on le sache. Tu peux Non, j'ai pas trop envie de développer. Ok, je vais pas dire de nom, mais c'est de quelle nature ou t'as pas envie de développer Bah non, bah c'est des joueurs qui ont pris leur vie tout simplement, alors que nous, un peu en tant que bon macho rugbyman, quand on dit comment ça va et que le mec te répond oh ça va, ben on s'en soucie plus quoi. D'accord, donc si j'ai bien compris, il y a des personnes qui se sont suicidées, tu veux dire ok, j'avais pas forcément saisi ça. Je sais que l'interview se termine et justement c'est un truc que j'ai palpé depuis longtemps, je le cale enfin. Il y a un sentiment que j'ai depuis le début de l'interview qui est qu'à la fin de ta carrière pro, tout ce que tu veux faire, c'est, je sais pas, c'est give back ou give first, qu'on dit communément dans le jargon. C'est quoi l'important pour toi de retransmettre est-ce que c'est la finalité de ta vie après avoir emmagasiné 16 ans d'expérience pro? Écoute, c'est une bonne question. Un truc qui est sûr, c'est que j'ai envie de valoriser ce que j'ai pu vivre. Et pour moi, valoriser cet or du sport de haut niveau, c'est quelque chose de très important pour moi. C'est peut-être un problème un peu franco-français aussi, mais on a souvent tendance à pas assez le valoriser. Après, j'ai une vraie envie que l'innovation joue un rôle majeur. Et du coup, moi, par la même occasion, je joue un rôle important dans les challenges de notre monde. Je crois vraiment à un monde meilleur par l'innovation, par l'entrepreneuriat, par la création de richesses, la création de valeur. Et que la technologie a un rôle prépondérant à jouer pour les enjeux que l'on adresse, qui sont le climat et la santé. Et donc si moi, à ma manière, dans ce 60% de raisons pour lesquelles les startups vont se casser la gueule, je peux enfin extraire le meilleur de ce que moi je considère être comme une parenthèse exceptionnelle de ma vie qui a été le sport de haut niveau, bah, je vis un rêve éveillé, quoi. Donc j'ai envie de pas give back, j'ai envie de contribuer au maximum de mes compétences pour un monde meilleur de demain. Et je dis pas que c'est la seule façon de le faire, c'est à travers le venture, mais nous c'est la direction qu'on a décidé de prendre. Alors là on se projette beaucoup plus loin. Ouais. On va pas parler de mort ou quoi, mais j'aimerais comprendre, toi, t'aimerais être... C'est quoi la sorte... c'est dur de dire laisser la trace de ton passage sur Terre, mais en réalité, je sais que t'as des enfants, t'as 2 filles, il me semble. T'aimerais qu'elles soient fières de leur papa, mais aussi pourquoi? Qu'est-ce qu'il aura laissé derrière? Et évidemment, ça parle de rugby, mais ça aura parlé aussi de potentiellement 40 ans de carrière qui t'attendent encore, quoi. C'est dur comme question, c'est émotionnellement extrêmement chargé. C'est pas forcément... Alors, si je la rephrase, c'est quoi ta mission, quoi? C'est pas ma mission, mais en fait, c'est drôle. Ma femme a jamais été fan de rugby. Et elle m'a dit un truc qui m'a vraiment marqué à la fin de mon dernier match, qui était évidemment émotionnellement très dur. Elle m'a dit bravo pour tout ce que tu as fait, parce que tu as toujours essayé de décrocher la lune, mais en étant absolument sûr d'amener tout le monde avec toi. Et ça, ça a vraiment défini ma carrière de rugby. J'avais une ambition absolument démesurée seul, mais seul, j'aurais jamais été totalement épanoui. J'ai toujours essayé de faire en sorte d'amener les autres avec moi, de faire en sorte de faire grandir les autres, de créer un mouvement où collectivement on allait pouvoir défoncer tout le monde. Donc si à la fin de ma vie, on peut se dire, il a sincèrement essayé de donner absolument tout ce qu'il avait sous le capot, dans un but de contribuer à un monde meilleur, mais en étant absolument certain d'amener tout le monde avec lui, bah, je serais pas peu fier. C'est genre magnifique, mais je peux pas te laisser là-dessus. Je suis désolé, Benjamin. Ça devient d'où ce truc de vouloir accompagner les gens? Tout le monde l'a pas, t'es d'accord? Toi, tu as de la réalisation de toi à travers ces actions. C'est quoi? C'est le regard des gens qui te renvoie que t'as fait quelque chose de bien? Franchement, je saurais pas te dire. J'ai une éducation personnelle assez particulière. J'ai habité à l'étranger normalement quand j'étais petit, et notamment de la 6e à la terminale, enfin je sais plus si c'est 11 ans d'études, j'ai fait 12 écoles. Donc j'étais tout le temps nouveau. Ouais, okay.
Donc dur de trouver sa place. pas dur, justement. Mais j'étais devenu le champion olympique à me faire des potes, quoi. Et c'était mon grand-père qui me disait à l'époque, écoute, la vie est suffisamment triste. Arrive avec un sourire, craque une petite blague, sois sympa avec les gens, essaie d'amener de l'énergie positive, et puis finalement, tu verras que tu les feras des connexions. Donc j'ai toujours une vision assez vers à moitié plein des choses. J'aime voir la bonté de l'humanité, la bonté des gens. C'est pour ça que j'aime beaucoup les enfants, parce qu'on les crée exceptionnels, puis après, c'est la vie qui les transforme et qui en font des sales cons, tu vois. C'est pas. Il est naïf, il est sincèrement gentil, attendrissant. On s'en fout de la couleur, de la religion, de qui on est. Enfin, et d'ailleurs, leurs réflexions sont drôles, je pense, quand ils sont jeunes. Donc, la naïveté. Donc, ça m'est venu de ça. J'ai envie de connecter avec les gens. C'est aussi pour ça que je suis tombé amoureux du rugby, parce que pour moi, c'est la performance collective absolue, la différence au service de la performance. Et donc ça a été, c'est ce qui m'a construit en tant que personne. Et ensuite, d'une façon très très égoïste, c'est pas le regard des gens qui m'importe, mais c'est que je prends beaucoup plus de plaisir dans la performance collective que la performance individuelle. Donc, je vais terminer là-dessus. C'est pas une autre question, promis. J'ai quand même remarqué que tout ce dont on a parlé, 60-70% de la réussite, on peut pas réellement l'intellectualiser. On peut en parler, mais on peut pas la théoriser. Et en fait, j'ai ce sentiment, moi, c'est ce que j'ai découvert en rencontrant des gens, des invités de ouf comme toi et comme les 150 autres que j'ai eus, qu'au bout d'un moment, mon ambition a augmenté. Et je me dis, en fait, comme tu le dis, tu fais les choses. Déjà, j'ai remarqué que beaucoup de gens ne sont pas sérieux et assidus. Donc déjà, si tu es sérieux, assidu, que tu respectes tes engagements et que tu le fais avec le sourire, tu peux créer une très bonne, faire de belles choses sur cette terre. Bref, je termine ce podcast. Un grand merci, Benjamin. As-tu pris du plaisir quand même? Merci d'être venu. T'as pas pris de plaisir? Si, mais merci d'être venu. C'est sympa d'avoir fait l'effort de traverser la Manche. Bah écoute, toujours un plaisir. Et puis, on va aller profiter de ce soleil londonien. Et non, je vais pas terminer avec une vieille blague, sinon tu vas m'engueuler. Allez, un grand merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur ce podcast. Et moi, je termine avec ça. Un grand merde à toutes les personnes qui nous écoutent et qui doutent. Ne doutez pas, continuez, mettez un pied après l'autre. Et ça va le faire. À la semaine pro pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.